burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Oh. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux. Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Éco-Région, votre émission économique sur Nyon Région Télévision, à retrouver tous les mois, où l'on parle business et où l'on reçoit les entreprises et les entrepreneurs de la région. Puisqu'on n'a jamais autant parlé d'énergie, de crise énergétique, de transition énergétique et de pénurie, eh bien, c'était l'occasion de vous recevoir. Dieter Giesiger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Société électrique intercommunale de la Côte, bien plus connue sous le nom de la SEIC. On va parler aujourd'hui justement de votre entreprise, de votre business, de la manière dont il fonctionne et bien sûr de la crise énergétique. Et comme tous les mois, Stéphane Meyer est avec moi. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Vous êtes notre spécialiste en gestion de PME et vous allez nous présenter le sommaire de cette émission en commençant justement par le commencement, à savoir la SEIC, qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce qu'elle représente économiquement ? Tout à fait, merci Alexandre. Donc on va en effet parler de la SEIC en quelques chiffres et puis on voit un petit peu l'évolution de ces chiffres. Alors on n'a pas encore les chiffres 2022 qui ne sont pas encore publiés, mais on peut le voir déjà des chiffres plutôt dans un trend positif, donc 26 millions de chiffre d'affaires, quasiment 27 millions, une marge brute de 14,4 millions, donc plutôt intéressant et plutôt performant, on va dire, comme entreprise. Une charge en personnel élevée. Pourquoi ? On va en parler un petit peu après, mais c'est un des gros points de charge dans cette entreprise. Et puis des bénéfices, malgré tout, 1,8 million. Très, très intéressant, très raisonnable. On voit une entreprise saine. Et puis, on va pouvoir en parler un peu plus, comment ça se décortique. Et donc, justement, qu'est-ce qu'elle produit, qu'est-ce qu'elle vend, cette entreprise ? Alors, on va aller un peu plus dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la répartition de ce chiffre d'affaires. Alors, une grande majorité du chiffre d'affaires, 60%, est liée à la vente d'énergie. Mais d'autres éléments, 15% au niveau des installations, on va voir quel type d'installation, qu'est-ce que l'on fait. 15% de téléréseaux Internet multimédia, très probablement 13% en développement, on va en parler, et d'autres recettes diverses dont on va également parler avec des nombreux projets qui sont en cours de développement par cette entreprise. On va surtout décortiquer aussi le prix de l'énergie, de l'électricité, du chauffage et justement la concurrence aussi. Oui, on en parle beaucoup depuis quelques mois, depuis bientôt une année. Le prix de l'électricité en hausse, 13 centimes le kilowattheure actuellement. On va regarder un petit peu l'impact qu'on a eu ces dernières années. La concurrence, comme on le voit, la SEIC Gland se positionne étonnamment extrêmement bien, dans vraiment la fourchette basse des concurrents romans, vis-à-vis des mastodontes, si je puis dire, comme le Groupe E, la Romande Énergie ou les services industriels de Genève. La SEIC se place particulièrement bien. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à tenir un prix compétitif comme ça. Ce qui est intéressant et très parlant également dans le schéma suivant, c'est ce canton de Vaud qui est particulièrement élevé. Les couleurs qui tirent vers le orange sont plutôt vers la fourchette haute des tarifs. Et on voit un espèce de petit îlot ici, qui est plus clair que les autres, qui représente donc la région dans laquelle nous sommes et la région dans laquelle la SEIC est implantée. Et particulièrement les communes de Gland, Prangin, Vic et Dullier, dont la SEIC Gland s'occupe en énergie. On va parler bien sûr crise énergétique, on ne peut pas passer à côté, Stéphane. En effet, la crise énergétique, les méthodes d'approvisionnement, les sources de ces énergies. On voit 60% d'augmentation des tarifs en 2023 à la SEIC, mais beaucoup plus chez d'autres prestataires. On est dans une très bonne moyenne, 25% de la hausse de facture pour un ménage en moyenne en 2023. Et ce qui nous attend également pour la suite, donc 20 francs par mois de coûts supplémentaires sur la facture et puis 6% prévus pour 2024. On va essayer de comprendre d'où vient cette augmentation et qu'est-ce qu'elle représente. Est-ce qu'on sera à 6 ou plus ?
On va essayer de comprendre tout ça. Et c'est aussi un moyen de parler de la transition énergétique et des différents projets dans lesquels la SEIC Gland investit. Tout à fait. Donc, quand on parle d'énergie, on doit aussi parler de sources d'énergie renouvelables et d'autres. On voit que la part de l'hydraulique est particulièrement intéressante. La SEIC dispose également d'une source hydroélectrique. On va un petit peu en parler. Le solaire a une part un tout petit peu faible par rapport au reste de la Suisse. On va essayer de comprendre aussi l'origine. Mais de manière générale, la SEIC a fait son travail et dispose d'une très grande partie d'énergie renouvelable. On va essayer de comprendre tout ça en détail. Merci Stéphane Meyer. Voilà donc de quoi on va parler avec vous, Dieter Giesiger, dans cette émission. Alors la première question que j'aimerais vous poser, justement, on a parlé de ces chiffres, l'augmentation du chiffre d'affaires et aussi du bénéfice entre 2020 et 2021. L'exercice 2022, je sais que vous êtes en train de boucler les comptes. Est-ce qu'on peut dire déjà quelque chose? Ça va être également une augmentation de la marge et une augmentation du bénéfice? Est-ce que tout va bien en fait? Non, mais je pense que 2022 va plutôt s'inscrire dans une stabilité que dans une progression. Finalement, on ne souhaite pas nécessairement augmenter les tarifs tant. Et puis, effectivement, les marges ont plutôt un peu souffert pour 22 aussi 23. Je vois pas, mais je vois malgré tout une stabilité. Donc on détaillera ça bien sûr quand on parlera des prix, de l'augmentation des prix dans la crise énergétique. Mais pour revenir un petit peu aux sources, un petit peu de votre business, j'aimerais comprendre et que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent aussi la SEIC concrètement, qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce qu'elle vend? Alors on l'a vu, il y a 60% de notre chiffre d'affaires, c'est la distribution de l'énergie électrique. Et la distribution de l'énergie électrique, il y en a deux composants. Il y en a d'une part le transport de l'énergie, de l'électron, ce qu'on appelle les frais d'acheminement, et de l'autre côté, vraiment l'énergie. Ça, il faut toujours bien séparer les deux éléments. Donc vous êtes un revendeur d'énergie, c'est-à-dire que vous achetez l'énergie et ensuite vous la revendez aux clients. Il y en a, ce qui était mentionné, c'est que nous, on produit une certaine partie de notre énergie, mais l'énergie finalement qu'on produit, en partie aussi encore avec notre usine hydroélectrique, ça représente environ 1% pour l'instant. On souhaite vraiment de l'augmenter. Évidemment, à travers l'hydroélectricité, on ne peut pas, notre région n'a pas des grandes rivières. Aujourd'hui, on exploite celle qu'on a depuis plus que 125 ans. Et puis, le reste, c'est aujourd'hui du photovoltaïque. Bah justement, j'allais vous demander, elle vient d'où, en fait, cette énergie, cette électricité, ce chauffage que l'on consomme ici à Gland, Prangin, Vic-Duyé? Elle vient d'où, en fait? Alors, la SEIC achète cette énergie à travers une plateforme qu'on partage avec d'autres acteurs du marché. On achète cette énergie auprès des grands producteurs suisses. Alors, les grands producteurs suisses, trois, tout le monde les connaît, Axpo, Alpiq et BKV, mais il existe évidemment encore d'autres comme FMV en Valais ou AET en Tessin. Il existe aussi finalement Zurich, et la ville de Zurich qui est un grand producteur. Et à l'étranger? Aujourd'hui, finalement, l'énergie que nous, on distribue, elle vient principalement de la Suisse. Alors, nous, on ne sait pas dire est-ce que les grands acteurs, finalement, nous revendent de l'énergie qui vient de l'étranger. Ça, on est incapable de le savoir parce que, finalement, nous, on achète aux acteurs suisses et les acteurs suisses, eux, ils se fournissent sur le marché européen. Et comment ils se décident le prix? Moi, j'aimerais savoir. On a vu tout à l'heure brièvement 13 centimes le kilowattheure chez vous. Donc. Ouais. Mais comment ça se décide, en fait, le prix de l'énergie? C'est qui fixe ça? Alors ici, quand vous parlez de 13 centimes le kilowattheure, c'est entre guillemets le prix que nous, on fait aux clients, ce qu'on appelle captifs. Les clients du ménage qui n'ont pas la possibilité d'aller acheter leur énergie ailleurs. Et ce prix-là, évidemment, il est créé par notre société, la façon que nous, on structure notre portefeuille. Nous, on n'achète pas l'énergie entre guillemets à un seul moment, on achète cette énergie répartie sur 3 ou 4 ans. Et c'est finalement, dans notre portefeuille, on a des prix qui sont plus anciens, on a des prix plus récents. Et puis, j'aime aussi bien utiliser la comparatif avec les hypothèques. Les hypothèques, il y en a aussi certains
qui structurent leur portefeuille d'hypothèques plutôt à long terme, certaines parties en plus court terme. Nous, on fait la même chose au niveau des achats. Mais justement, le prix de l'achat de l'énergie, c'est qui décide de ça? Puisqu'on sait que la SEIC aussi appartient aux communes, justement, à qui elle fournit l'énergie. Je les ai citées avant, les 6 communes qui sont propriétaires de la SEIC Gland. Mais est-ce que ça a une influence? Qui fixe ce prix de l'énergie? Aujourd'hui, vous en avez la bourse de Leipzig. Il existe une bourse de l'énergie en Europe et celle-ci sert quand même comme référence. Cette bourse-là, il y en a une certaine liquidité qui donne vraiment un signal de bourse sur le prix de l'énergie. Donc c'est le marché qui fixe le prix? C'est le marché de l'électricité. C'est quelque chose qui a été mis ensemble avec la communauté européenne, qui a commencé... Il y en a cette bourse environ une vingtaine d'années, même un peu plus, que c'est petit à petit mis en place. Et aujourd'hui, cette bourse, elle a suffisamment de liquidité qu'on a un véritable signal quelle est la demande, quelle est finalement l'offre, et qui s'équilibre. Et évidemment, elle fluctue. Tout le monde peut aller voir ces signaux-là. Et puis, on achète là-dessus certaines quantités. Puis, voilà. Donc, effectivement, un business, Stéphane Meyer, d'entreprise privée. On va décrypter justement ces chiffres avec le chiffre d'affaires, les charges, et puis bien entendu la marge et le bénéfice qui vont nous intéresser. Concrètement, on a envie de savoir, Stéphane, comment est-ce que la SEIC peut faire de la marge et de l'argent? Tout à fait. Donc il est vrai qu'on a pu le voir sur un des schémas précédents. Vous êtes quand même moins cher que le reste du canton. Vous arrivez à tenir les prix assez bas, mais en ayant un taux de marge qui reste intéressant. La question un petit peu, c'est comment est-ce que vous arrivez à être moins cher que le reste dans le canton, mais en gardant des marges qui restent intéressantes? La question, c'est aujourd'hui, nous, on achète 99% quasiment de notre énergie. Aujourd'hui, avec le photovoltaïque, c'est en train de diminuer. Évidemment, de plus en plus, on achète l'électricité de nos clients qui la produisent. Mais aujourd'hui, peut-être 99, c'était il y a quelques années, c'est plutôt 96 actuellement, qu'on achète sur le marché. Et puis, finalement, vous devez vous intéresser au marché, comment il fonctionne, de quelle façon il structure, quelles sont les tendances. Et ce qu'on a connu effectivement ici, je pense, c'est un phénomène tout simplement de l'appréciation du marché. Pendant le Covid, il y en a des sociétés électriques qui ont plutôt visé que le marché va passer à un marché baissier. Malgré que finalement l'économie tournait relativement bien, sauf le Covid, mais finalement on avait plutôt spéculé sur le marché baissier et ne se sont pas couverts avec les produits suffisamment sur une période suffisamment longue et pensé l'acheter. Tandis que SEIC, je suis parti de l'autre postulat que malgré tout l'énergie va quand même devenir beaucoup plus rare et je me suis couvert SEIC plutôt à long terme, ce qui est actuellement un avantage. Donc des effets positifs d'une bonne décision stratégique prise il y a 1 ou 2 ans ont permis d'en arriver là. Très bien. Et puis, par contre, on constate beaucoup vis-à-vis de la concurrence et de ces différents éléments. Il y a une forte concurrence sur le marché du travail également. On voit également que vos charges, sur le tableau qu'on a pu voir précédemment, dont vos charges en personnel sont relativement élevées, représentent une bonne partie de vos charges. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas trop de difficultés à recruter? Est-ce que la solution, ce n'est pas de racheter des petites entreprises aussi? Alors aujourd'hui, je pense, c'est une décision stratégique et c'est discuté avec le conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des opportunités qui se présentent? Aujourd'hui, racheter une société, je pense, on pourrait en faire une émission là-dessus. C'est toujours une question, est-ce que la culture va coller avec celle qu'on a? Est-ce que le choix il est cohérent? Il y en a un tas de questions à évaluer au moment où on veut acheter une société. On a beaucoup plus tendance aujourd'hui d'essayer d'attirer des talents. Ça nécessite effectivement aussi de travailler sur sa marque employeur. Aujourd'hui, on est une société qui est encore à taille humaine. Ce qui est intéressant, vous parlez de PME, de travailler éventuellement dans une grande entreprise qui en a 3000 employés, comme ça peut être le cas chez SIG, que vous faites toujours la même chose et que vous n'avez pas de variété. Évidemment, on met en avant
les avantages de travailler, de la diversité dans une société. Et on essaye de travailler sa marque employeur là-dessus et on y arrive à attirer des talents. Et à les fidéliser, à long terme. Je nie pas que c'est devenu plus difficile, mais voilà, on s'emploie comme les autres de trouver les personnes. Et vous arrivez à recruter, justement? Il n'y a pas des problèmes avec les apprentis, justement, sur le marché? Alors, les apprentis, c'est également, aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'attendre que les apprentis viennent. Il y a aussi toute une stratégie à mettre en place, de trouver, finalement, de leur parler plus tôt, de leur offrir la possibilité des stages, d'être en contact avec eux sur une plus longue période que seulement pour un entretien et de signer un contrat d'apprentissage. C'est vraiment travailler sur sa marque employeur, c'est devenu quelque chose d'important qu'il faut soigner tous les jours. Ouais. Et puis pour cette marge, j'y reviens, pardon, mais comment vous faites de l'argent? Oui, 50% comme taux de marge à peu près, ce qui est intéressant, ce qui est une norme, je dirais, dans le secteur privé. Dans le secteur électrique, peut-être un peu étonnamment bien. Comment est-ce que vous pouvez, ou plutôt, où se trouve cette marge? Est-ce qu'elle se trouve sur la revente d'électricité, sur le multimédia? Quels sont les produits qui vous permettent de dégager une bonne marge? Je pense aujourd'hui, la marge, typiquement sur l'électricité, elle est relativement contenue, sous pression. Ce n'est pas là que je pense qu'on va faire des grandes marges. Et d'autre part, elle est régulée. Ça veut dire que la Confédération nous impose, à travers la régulation, un certain niveau de prix, ce qu'elle parle d'un bénéfice raisonnable. Maintenant, aujourd'hui, finalement, ce qui transparaît probablement là-dessus, au niveau de la distribution de l'énergie, aujourd'hui, finalement, on fait quand même beaucoup de travail nous-mêmes. Ça veut dire on achète des câbles, on achète des transformateurs, on les installe. Et ça, c'est cette partie d'activité, effectivement, de la SEIC. Et ce qui, probablement, ce que vous voyez là à travers les frais d'exploitation et personnel, c'est cette partie-là. Parce que nous, on construit notre réseau nous-mêmes. C'est ça, parce que vous achetez pour l'équivalent d'environ 7 millions, 8 millions d'énergie, vous revendez à peu près 16 millions, 17 millions d'énergie, mais entre deux, il y a les infrastructures, il y a le transport de cette énergie, ce qui explique quand même que ce n'est pas forcément là que la marge se situe la plus élevée. Pour moi, c'est cette distribution locale. Aujourd'hui, si vous regardez toutes les statistiques de notre branche, montrent que 75% du prix de la distribution, c'est finalement la distribution locale. Ce n'est pas les grandes lignes qui transportent l'énergie à travers le pays. C'est la distribution locale. Mais alors, qu'est-ce qui fait que c'est moins cher à Gland qu'à Nyon de payer son électricité ou son chauffage? C'est ce qu'on a vu sur la carte de Suisse avant. Hein. Alors, après, je pense, la SEIC a d'une certaine façon peut-être un avantage, que nous, on n'est pas dans une ville-ville. Ça veut dire qu'on n'a pas un centre-ville à gérer. Si vous devez ouvrir des routes à Nyon, vous payez beaucoup plus cher le génie civil que vous le payez éventuellement dans une partie encore un peu plus rurale. Je dis toujours, on a un réseau urbain dans un environnement rural. Oui. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on arrive à tirer l'épingle du jeu. C'est pour ça qu'il ne faut peut-être pas nous comparer avec une ville comme Nyon ou Yverton. Il faudrait peut-être plutôt nous comparer avec des entreprises en Suisse alémanique qui ont aussi des grandes densités, une ville, mais de l'autre côté, quand même, encore du terrain autour qui est relativement rural. Alors, on va parler, bien entendu, maintenant, Dieter Giesiger, de la crise énergétique. On va revoir ces chiffres, justement, sur l'augmentation des tarifs qui vont s'afficher. On a vu 60%, ça, c'est l'augmentation moyenne de vos tarifs, avec à peu près 25% sur la facture d'électricité pour un ménage moyen. J'aimerais juste rembobiner un tout petit peu le fil et que vous m'expliquiez vraiment concrètement qu'est-ce qui fait que l'électricité augmente. Parce qu'on a tout entendu, on a entendu la guerre en Ukraine, on a entendu la pénurie d'énergie. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'à Gland, la facture du consommateur en électricité et en chauffage augmente? Alors moi, je vous ai expliqué le système de la bourse. Aujourd'hui, celui qui produit de l'électricité, il s'oriente à la demande. Il va toujours la vendre au prix le plus cher possible
qu'est-ce que le marché lui donne. Et même si cette énergie, elle est produite avec des moyens de production qui sont peut-être beaucoup meilleurs marchés, comme l'hydraulique en Suisse ou peut-être le nucléaire en français, il va toujours essayer de la vendre au prix le plus cher. Et ce qui s'est passé l'année passée, suite à l'éclatement de la guerre en Ukraine, il y en a une problématique de gaz. Il n'y en a plus autant de gaz qui est venu en Europe. Et puis, ce qu'il faut comprendre, finalement, le grand producteur européen, c'est l'Allemagne, qui a quand même un marché qui est plus que 10 fois plus grand que celui de la Suisse. Il y en a environ 10 à 15% qui sont produits avec du gaz. Mais si on vous a dit, en hiver, il va manquer 10 à 15% de l'électricité qu'on ne saura pas faire parce qu'on n'a pas le gaz. Alors on achète pour faire des réserves et donc on achète au prix fort. Donc c'est la prudence de nos voisins européens qui a généré un peu une augmentation. Moi je ne dis pas européen, il y en a toute l'Europe. Il y en a les Autrichiens, les Suisses, il y en a et même la Suisse, effectivement, et on va y revenir. Mais justement, Stéphane Meyer, j'aimerais comprendre, puisqu'on voit avec ces chiffres, justement, l'augmentation pour le consommateur, on la voit, elle est claire. 20 francs par mois à peu près d'augmentation de la facture pour un ménage moyen. Mais on imagine que ça a des conséquences pour une entreprise comme la SEIC qui revend de l'énergie qui augmente. Oui, alors pour moi, ça suscite deux questions. On voit une augmentation pour vous à l'achat élevée, l'impact plus bas. Est-ce que vous absorbez une partie de cette augmentation ? Non. Alors, non, mais je ne pense pas. Je vous ai dit, les marges sont plutôt contenues. Oui, on n'a pas augmenté nos marges. De l'autre côté, étant donné qu'il y en a une certaine partie de notre portefeuille, on ne l'a pas acheté les derniers 6 mois. Je vais vous expliquer qu'on achète ça sur 3-4 ans. Ça veut dire, finalement, c'est ça ce qui nous a permis de s'appuyer sur des contrats où on ne paye pas les prix astronomiques des derniers 6 mois du 2022. Et maintenant, donc, vous voyez, on voit donc, ce mouvement qui arrive. Vous anticipez la stratégie sur 2-3 ans. Quel est l'impact à l'interne ? Est-ce que vous êtes à vous demander... Est-ce qu'il va falloir renforcer, diminuer les effectifs ? Est-ce qu'on va essayer de maintenir le taux d'effectifs de personnel ? Ou il va falloir se diversifier sur les sources, augmenter sa propre production ? Quelle est pour vous la stratégie à suivre sur les 2-3 prochaines années pour essayer de contenir cette augmentation pour la SEIC ? Il y en a un élément que j'aimerais intervenir, que j'aimerais déjà qui m'est corrigé. Nous, la stratégie, souvent, elle est à plus long terme. Quand nous, on investit, la SEIC, quand elle investit dans le domaine de la distribution d'énergie, c'est finalement à des très longs termes. Typiquement, des câbles, des cabines de transformation, on investit sur 20, 30, 40 ans. Et ça est beaucoup plus à faire avec la démographie de la région, qui est aujourd'hui pour nous favorable. Elle est toujours en train de grandir dans notre région. Alors, finalement, je pense qu'on est beaucoup plus dans un long terme que seulement à des 6 mois ou à des 2 ans. Voilà. Donc peu d'impact à court terme. À court terme. Après, effectivement, il y en a dans les autres domaines qui sont plutôt Internet ou les installations. Si je prends le cas des installations, dans les installations, on souhaite évidemment développer des produits qui sont plus demandés. Alors, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est comment je peux économiser de l'énergie. Et ce qui est demandé, comment je peux produire ma propre énergie. Alors, on va être beaucoup plus actif sur ce genre de terrain qu'on était peut-être dans le passé. Donc, à l'inverse, diversifier un peu plus ses activités, investir à long terme. Et puis, le solaire, on l'a vu, on va en parler un peu après. Mais pour vous, c'est une activité qui est amenée à grandir. On voit un peu plus de communication, d'ailleurs, de votre part depuis quelques temps. Tout à fait. C'est effectivement aussi une demande des clients. On aimerait rester actif sur ce marché-là. Parce que je pense, avec les compétences qu'on a, on peut en amener quelque chose. On ne vient pas seulement poser des panneaux et puis on laisse le client tel quel. On le conseille, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelle est la bonne taille. Et c'est tous ces éléments qui sont peut-être plus présents avec un acteur qui est là depuis plus que 100 ans dans la région. Justement, la transition énergétique, puisqu'on est en train d'en parler de ça. Le solaire, effectivement, ça fait partie aussi des projets dans lesquels la SEIC veut investir, mais ce n'est pas le seul, puisqu'il y a effectivement les éoliennes, il y a Thermoréseau avec le chauffage à distance, la géothermie. On sait que la SEIC est actionnaire du projet de Vinzel, géothermique, dont on a beaucoup parlé sur notre chaîne. Aujourd'hui, quelles sont les priorités pour la SEIC en termes de transition énergétique? Dans quoi investissez-vous?
Moi, je pense qu'on ne peut pas rester et investir que dans ce domaine. Il y a effectivement, nous, on n'a pas des rivières, je l'ai déjà mentionné. On ne pourra pas produire plus d'électricité avec l'eau de la région. Alors, le photovoltaïque est effectivement un choix naturel et il y en a beaucoup de monde qui le fait actuellement, qui va dans cette direction-là. Alors, nous, on souhaite faciliter que les gens puissent mettre des panneaux photovoltaïques sur leur bâtiment. Effectivement, aussi avec des offres du contracting et des choses comme ça, que les gens ne doivent pas investir eux-mêmes directement. Mais qui le payent plutôt à travers une autoconsommation. L'éolien, aujourd'hui, nous, on n'est pas hyper actifs. Effectivement, notre terrain ici ne l'autorise pas. Ça n'exclut pas qu'il y en a des opportunités qui se présentent peut-être à un certain moment de participer à un parc éolien. On verra si ça se fait. Et la géothermie est là pour le secteur de chaleur, parce qu'on est parti, il y en a plus que 15 ans en arrière, dans les réseaux de chauffage à distance, qu'on a principalement mis en place avec le bois, mais on sait pertinemment que le bois n'est pas suffisant comme source pour chauffer tous les bâtiments dans la région. Et là, finalement, on a voulu, avec tous les acteurs de la région au niveau énergétique, d'investir dans la géothermie qu'on est en train d'explorer. Et justement, c'est pour ça qu'on voyait dans le tableau qu'on a vu juste avant, aujourd'hui, ces parts-là représentent 0% de l'énergie actuelle que vous avez, puisque ce sont des projets qui sont en cours. Stéphane Meyer, où en est la SEIC par rapport à la Suisse, justement, dans cette transition énergétique? Est-ce que la SEIC est en avance? Est-ce qu'elle est en retard? Comment la situer? Alors, on ne va pas dire qu'elle est en avance par rapport aux autres. On voit qu'elle a un mix qui est quand même assez intéressant parce qu'il y a l'hydroélectrique à une part, l'achat que vous faites auprès des différentes entreprises et fournisseurs suisses. On a parlé du solaire. Aujourd'hui, la part du solaire est assez faible dans votre catalogue, en proportion au niveau national. Par contre, il y a des efforts qui sont mis dessus. Est-ce que pour vous, vraiment, le solaire, je dirais, particulier, ou les fermes solaires, entre guillemets, sont plutôt l'objectif de développement dans la région? Est-ce que vous distinguez un potentiel important, je dirais, dans le solaire? Le tableau des garanties d'origine que vous avez affiché, il faut vraiment comprendre qu'est-ce que ça dit, ce tableau. Finalement, ce tableau, c'est les garanties d'origine. De nouveau, ça existe sur une bourse, qu'on achète sur une bourse d'une façon spécifique. Ce tableau-là ne représente pas, entre guillemets, la partie d'où vient cette énergie. C'est une garantie qui est un certificat qui est traité à part. Et ce tableau représente une décision plutôt du conseil d'administration. On a dit de quelle façon, quelle image on veut donner de l'électricité que SEIC distribue. Et finalement, le conseil d'administration a décidé de lui donner environ la couleur de l'énergie générale qui est distribuée en Suisse. Et vous trouvez les 60% hydrauliques, vous trouvez les 25 à 30% nucléaires, et vous trouvez une partie solaire. Alors aujourd'hui, à Gland, il y en a dans les faits, il y en a, grosso modo, je dirais environ 3-4% qui sont produits par du solaire. Mais les certificats n'apparaissent pas là-dedans. Et justement, là me vient une question. C'est vrai que vous parlez du conseil d'administration. Il y a effectivement les communes qu'on a citées, mais il y a aussi la stratégie, notamment, de transition énergétique du canton. Est-ce que les pouvoirs publics, que ce soit le canton et les communes, vous donnent justement des règles à suivre là-dessus, sur la transition énergétique? Est-ce que vous devez vous inscrire, en fait, dans cette stratégie globale? Est-ce qu'on vous demande quelque chose à la SEIC? Moi, j'ai plutôt l'impression que le canton, en tout cas le canton, ce n'est pas la Confédération. La Confédération est beaucoup plus en train d'édicter des lois, des règles qu'il faut s'y tenir, parce qu'il faut quand même comprendre le marché de l'électricité est réglé au niveau de la Confédération et pas au niveau du canton. Le canton, dans la transition énergétique, on a pas mal de discussions avec le canton, mais c'est beaucoup plus dans le domaine comment on peut faciliter, comment on peut réaliser des projets ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis ils nous aident dans ce côté-là. Et un mot aussi sur la fibre optique, puisqu'on a vu récemment que Nyon a investi aussi mise en tout cas sur la fibre optique, et à Gland. Mais à Gland, ce pas-là que, je m'excuse de le dire, mais ce pas que Nyon fait
Nous, on l'a fait il y en a 10 ans en arrière. Alors, notre projet de fibre optique, elle est terminée. Depuis 2019, tous les 6 communes sont entièrement fibrées. On a récemment encore rajouté 4 communes qui sont Loing-Vinzel, Dully, Purcinel, à l'est, qu'on a également fibré ensemble avec Swisscom. Et le pas que finalement Nyon est en train de faire maintenant, le pas SEIC l'a fait en 2013. Nous, on a signé notre contrat de coopération avec Swisscom en 2013. Merci Dieter Giesiger pour toutes ces explications, de nous avoir parlé de votre business à la Société électrique intercommunale de la Côte. On va suivre du coup ces projets, bien entendu, on en a cité plein. Merci Stéphane Meyer d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve bien sûr le mois prochain. Merci encore à vous Dieter Giesiger et puis à vous qui êtes chez vous aussi d'avoir suivi Écorégion. Je me réjouis de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission économique où l'on parle business avec les entreprises et les entrepreneurs de la région. Belle soirée, à bientôt. Vous avez regardé l'émission Écorégion en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Ton burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux.